Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, pour notre webinaire avec Charlotte, on va peut-être attendre juste quelques instants que tout le monde puisse se connecter au webinaire. Merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. Bonjour Christiane, bonjour Dounia, bonjour tout le monde. Par rapport au chat et aux questions, juste pour la petite information, avec Charlotte, on va mettre ensuite la présentation en plein écran. Vous pourrez évidemment poser toutes vos questions dans le chat sur la droite et on essaiera de revenir à chaque fin de partie pour pouvoir répondre aux questions de tout le monde. Bonjour Arnaud, bonjour Chloé, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour Charlotte également. Bonjour Aujourd'hui, Ottilie. on est avec Charlotte pour vous présenter les statuts juridiques que vous pouvez choisir pour lancer votre activité de recruteur indépendant. On a décidé de faire ce webinaire puisque, bon, déjà en premier, chez Untit, c'est une question qu'on nous pose beaucoup, qu'on nous pose souvent. Donc, on s'est dit qu'on allait mutualiser les informations avec Number, Charlotte qui est là aujourd'hui, pour pouvoir vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour soit lancer votre activité ou même pour comprendre comment évoluer dans votre statut juridique, par exemple. Donc, pour nous présenter un petit peu, Charlotte, si tu veux commencer pour ta présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Charlotte et je suis chargée de mission au sein du cabinet Number, qui est un cabinet d'expertise comptable. On en reparlera un petit peu plus tard. Chargée de mission, c'est un bien grand mot. Si je peux être un peu plus précise, je suis comptable et aussi conseillère en création d'entreprise. C'est pourquoi j'interviens aujourd'hui sur ce webinaire-là. Et donc, moi, Ottilie, je suis Community Success Manager chez Unted, donc chargée de tout l'accompagnement des consultantes et consultants en recrutement sur la plateforme pour vous accompagner dans votre métier de recruteur indépendant. Au programme de ce webinaire, on va parler des différents statuts juridiques, de la micro-entreprise jusqu'au cabinet de recrutement, les différentes sociétés, etc. Comment passer de micro-entreprise à société et également sur toute la partie création d'entreprise en règle générale. Par rapport aux différents statuts juridiques, donc évidemment, quand on se lance dans le recrutement, on se pose énormément de questions, même si on a une grande expertise dans le recrutement. Se lancer en tant qu'indépendant, ça peut toujours faire un peu peur. On essaye de limiter le risque financier au démarrage. On va avoir peu de contraintes administratives. On veut évidemment simplifier sa mise en place pour notamment se concentrer sur son métier de recruteur. Et c'est l'envie de simplicité qui est souvent un réflexe au début de son activité. Et par rapport à cela, c'est pour ça qu'on va commencer de manière chronologique, notamment par la micro-entreprise, qui peut être souvent le choix qu'on fait un peu par défaut au début, puisque comme va l'expliquer Charlotte beaucoup plus en détail que ce que je fais, c'est un statut qui est très facile à obtenir, il est gratuit, le plafond de CA est relativement haut pour démarrer son activité et il y a peu de contraintes administratives. Donc Charlotte, si tu veux bien détailler un peu plus ce statut, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Merci, je prends le relais. Donc, comme l'a dit Ottilie juste précédemment, en fait, on va faire par partie. Donc là, je vais parler de la micro-entreprise et à la fin de la présentation de la micro-entreprise, il y aura un petit temps de questions. Donc, je veux bien que vous gardiez toutes les questions que vous avez. Comme ça, à chaque fin de présentation, on fera un petit point là-dessus et on répondra à toutes vos questions. Au niveau de la micro-entreprise, tout d'abord, je tiens à préciser que c'est le statut d'auto-entrepreneur. Donc, un auto-entrepreneur et un micro-entrepreneur, c'est la même. En fait, le statut d'auto-entrepreneur, il a été créé en 2008 et il est devenu micro-entrepreneur parce qu'on a le régime fiscal de la micro-entreprise. Mais quand on dit je suis micro-entrepreneur ou je suis auto-entrepreneur, c'est la même chose. C'est le même statut. Le choix du statut juridique, il est primordial et il y a plein de questions à se poser parce qu'il ne repose pas en fait que sur un seul critère. Au niveau de la micro-entreprise, on choisit souvent ce statut en fait quand on souhaite tester son activité, qu'on a du coup pas beaucoup de visibilité. On se dit bon, je sais pas ce que je vais faire comme chiffre d'affaires, j'ai une petite mission, je sais pas non plus si c'est une activité principale. Donc la micro-entreprise, elle peut être pertinente dans le cas où c'est un test d'activité et si du coup c'est pas forcément une activité principale. On verra que la micro-entreprise, elle peut être pertinente
si c'est aussi une activité principale, mais je vais vous présenter ça juste après. Ottilie, du coup, je veux bien que tu es super, merci. Alors, au niveau du fonctionnement de la micro-entreprise, je veux bien que tu reviennes juste avant, par contre, si c'est possible. Ouais, ça, c'est les schémas de l'auto-entreprise. Donc, en fait, vous allez générer un chiffre d'affaires. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le chiffre d'affaires, ça va être tout le chiffre d'affaires que vous allez encaisser. Hein, on ne fait pas par rapport à la facturation, mais tous les prestataires qui vont vous payer, à partir du moment où vous encaissez ces prestations-là, vous allez le déclarer comme du chiffre d'affaires. Par rapport à ce chiffre d'affaires-là, on va avoir deux prélèvements distincts. On va avoir dans un premier temps le règlement des cotisations sociales. C'est ce qu'on appelle plus largement l'URSSAF, puisque vous déclarez votre chiffre d'affaires sur le site de l'URSSAF directement. Donc, l'URSSAF va vous prélever 22% de cotisations sociales. Donc, les cotisations sociales représentent 22% du chiffre d'affaires. Et dans ces 22%, vous avez tout ce qui est lié à la santé, à la prévoyance et à la retraite. Alors, je précise, il n'y a que la retraite de base. Hein, il n'y a pas la retraite complémentaire, ce qu'on appelle l'Agirc-Arrco. Mais du coup, au travers du chiffre d'affaires que vous allez générer sous l'auto-entreprise, vous allez bien cotiser. Et il y a un minimum de chiffre d'affaires à réaliser pour cotiser. Je crois que quand on est en prestation de service, il faut faire 11 500 € de chiffre d'affaires à l'année pour au moins valider les trimestres de retraite et avoir un minimum de protection sociale. Donc, je fais un chiffre d'affaires. Je déclare tous les mois ou tous les trimestres, du coup, mon chiffre d'affaires via une déclaration en ligne et via le site directement de l'URSSAF. On me prélève 22% de cotisations sociales et ces cotisations sociales me permettent du coup de cotiser tout simplement en différentes caisses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la micro-entreprise, c'est vous. La micro-entreprise est une personne physique. Donc en fait, la micro-entreprise et vous êtes confondus. Donc vous avez ce qu'on appelle une responsabilité qui est dite illimitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffre d'affaires, du coup, est la base de calcul pour les allocations et tout ce qui est indemnité et règlement des cotisations sociales. Mais ça va être aussi la base de calcul pour votre impôt sur le revenu, puisque le chiffre d'affaires est considéré comme vos revenus. Alors, une petite précision, parce que en fait, il y a deux moyens de payer l'impôt sur le revenu. C'est bien indiqué sur la slide. On a soit le choix du prélèvement libératoire, le versement libératoire, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que si j'opte pour le versement libératoire, je serai prélevé de 2,2% d'impôt sur le revenu sur mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est si j'opte pour le versement libératoire. Il est hyper intéressant pour les personnes qui sont dans une tranche d'imposition plus élevée, d'accord? Si votre taux de prélèvement à la source aujourd'hui, il est de 8%, sachez qu'il y a seulement 2,2% qui seront prélevés sur le chiffre d'affaires de votre auto-entreprise. Le versement libératoire, du coup, vous pouvez cocher cette option lorsque vous créez l'auto-entreprise. Il faut faire très très attention parce qu'en fait, il n'y a pas tout le monde qui peut opter pour le versement libératoire, sinon ce serait trop simple. Quelqu'un qui est très très fortement imposé peut opter pour le versement libératoire. Donc en fait, il faut bien cocher une case et il y a des conditions à respecter. Quand vous êtes une personne seule, il ne faut pas que votre revenu fiscal de référence de l'année N-2 dépasse 27 000 €. Et je crois que c'est 54 000 du coup quand vous êtes en couple. Donc faites très très attention. Je vous invite à aller regarder en ligne quelles sont les conditions du versement libératoire. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut opter pour ce prélèvement-là. En tout cas, ça vous permet de payer seulement 2,2% en fait d'impôt sur le revenu sur le chiffre d'affaires. Ça c'est le versement libératoire. Sinon, si je n'opte pas pour ce versement libératoire, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais déclarer mon chiffre d'affaires, donc 100% de mon chiffre d'affaires, dans mon avis d'imposition. Et il va y avoir un abattement de 34%, parce que quand on est en prestation de service, en fait, les impôts retirent 34%, et vous serez imposé à l'impôt sur le revenu, avec votre tranche d'imposition marginale classique, sur le reste. Donc en fait, le revenu imposable en tant que personne physique, c'est 66% de votre chiffre d'affaires. Hein, vous ne payez pas l'impôt sur le revenu sur 100%, mais bien sur 66%. Je fais un récap rapide. Je génère un chiffre d'affaires, donc ça, c'est tout ce que j'encaisse. Je le déclare tous les mois ou tous les trimestres sur le site de l'URSSAF. On me prélève 22% de cotisations sociales sur mon chiffre d'affaires. Et ensuite, soit j'opte pour le prélèvement libératoire, c'est-à-dire que je suis prélevé en même temps que les cotisations sociales de 2,2% au niveau de l'impôt sur le revenu. Si jamais je n'ai pas le prélèvement libératoire, le chiffre d'affaires de mon auto-entreprise va être intégré dans mes revenus, dans mon avis d'imposition, et je serai imposé par tranche d'imposition marginale, donc à mon taux classique, après un abattement de 34%.
Donc ça, c'est le schéma classique d'une auto-entreprise. Ottilie, je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. 2 choses à savoir au niveau de la micro-entreprise. Il y a 2 seuils. Premièrement, il y a un seuil de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, comme son nom l'indique, micro-entreprise, petite entreprise. Je n'ai pas le droit, quand je suis prestataire de service, de dépasser 72 600 € de chiffre d'affaires. Si je dépasse ce chiffre d'affaires 2 années consécutives, parce que j'ai quand même une année de tolérance, si je dépasse ce chiffre d'affaires 2 années consécutives, je suis dans l'obligation de changer de statut. Mais oui, il est quand même assez intéressant au niveau social et au niveau des prélèvements des cotisations sociales. Donc, quand je fais un trop gros chiffre d'affaires, il est plus forcément adapté, même au niveau fiscal. Donc, un seuil de chiffre d'affaires, 72 600 quand on est prestataire de service, et ça va être plus du double, 176 200 quand on fait en fait de la vente de marchandises ou de l'achat-revente. Donc, un plafond de chiffre d'affaires qu'il ne faut pas dépasser. Et il y a un deuxième plafond à ne pas dépasser, qui est le plafond de TVA. C'est-à-dire que, par défaut, un micro-entrepreneur est en franchise de TVA. À partir du moment où il dépasse 34 400 € de chiffre d'affaires quand il est en prestation de service, il doit facturer la TVA à ses clients. Donc, c'est la dernière colonne sur votre droite au niveau de la TVA, seuil majoré. Et quand on est en achat-revente ou en vente de marchandises, si mon chiffre d'affaires dépasse 85 500 €, je dois désormais facturer la TVA à mes clients. Donc, hyper important aussi, parce que vous n'avez pas forcément de rappel. D'accord? Donc, vous, c'est de la prestation de service, logiquement, dans la partie recrutement. Donc, à partir du moment où vous dépassez 34 400 € de chiffre d'affaires, vous devrez appliquer 20% de TVA, qui est le taux français, 20% de TVA à vos clients. Et vous n'avez pas forcément de rappel. Donc, c'est vraiment à vous de faire très attention à vos encaissements. C'est-à-dire que le mois durant lequel j'encaisse la facture qui me fait dépasser ce seuil-là, je dois toutes les factures émises ensuite appliquer en tout cas la TVA dessus. Donc, 2 plafonds, un plafond de chiffre d'affaires. Si je dépasse ce plafond de chiffre d'affaires 2 années consécutives, je bascule automatiquement en entreprise individuelle. Bon, je vous présenterai le i ensuite. Ou alors, je change de statut avant. Et un seuil de TVA, c'est-à-dire que au-delà de 34 400 € quand on est en prestation de service, on facture 20% de TVA à ses clients. Si je pouvais faire un résumé sur la micro-entreprise, c'est vraiment un statut qui est ultra simplifié. C'est-à-dire qu'en fait, vous le créez pour 0 € en ligne. Le site, c'est auto-entrepreneur.ursaf.fr, puisqu'en fait, c'est un site qui a fusionné avec l'URSSAF. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt bien fait. C'est-à-dire que c'est le seul site sur lequel vous aurez à vous connecter pour déclarer notamment votre chiffre d'affaires. Et c'est grâce à ça que les cotisations sociales seront prélevées automatiquement. Donc, statut très simple et peu coûteux. Pour fermer le statut, c'est un petit peu la même chose. Simplicité au niveau de la fermeture, puisque pas de frais et je le ferme en ligne. On a quand même des cotisations sociales qui sont relativement faibles. 22% de cotisations sociales sur le chiffre d'affaires. Je peux même avoir 11% de cotisations sociales seulement si j'ai l'ACRE. Je ne sais pas si vous connaissez l'ACRE, mais en fait, c'est une aide qui est octroyée à tous les freelances. Alors, il faudra faire la demande si vous êtes en auto-entrepreneur. Faites très, très attention parce qu'elle n'est pas automatique. Mais si j'ai l'ACRE, j'ai une réduction de 50% de mes cotisations sociales sur les 3 premiers trimestres. Donc voilà. Donc, plutôt que de payer 22% de charges sociales, je n'en paye que 11. Donc, on a quand même des taux de cotisation sociale qui sont très faibles. Vous le verrez ensuite avec la société, c'est pas les mêmes. Donc, simplicité dans le fonctionnement. Des taux de charges sociales qui sont quand même très, très faibles. Par contre, si je peux revenir un petit peu sur les inconvénients de ce statut, c'est que je ne peux pas déduire de frais. En fait, il n'y a pas d'optimisation possible puisque le chiffre d'affaires de l'auto-entrepreneur est considéré comme ses revenus. Donc, je fais 100 000. Et ben en fait, alors il y a un abattement quand même par rapport à l'imposition sur le revenu, donc sur la partie fiscale. Donc, mon revenu imposable sera 66 000, 66% de 100 000. Mais côté cotisation sociale, j'y déclare 100 000. Donc, toutes les dépenses que vous avez dans le cadre de l'activité, si vous avez un local par exemple, des frais de déplacement, des frais de repas, de la sous-traitance, tout ça, je peux pas le déduire. Donc, je paye sur le chiffre d'affaires et non pas sur le bénéfice et sur la marge réellement générée. Donc, il n'y a pas vraiment d'optimisation. Donc, à savoir que si votre chiffre d'affaires, il évolue et que vos frais évoluent en conséquence aussi, ben là, fiscalement, ce sera pas du tout intéressant. Et puis, faites très attention au seuil parce que vous n'êtes pas forcément prévenu, que ce soit au niveau du seuil de chiffre d'affaires. Vous basculez automatiquement sous notre statut si vous dépassez le chiffre d'affaires, le seuil de chiffre d'affaires et vous êtes prévenu plus tard. Donc, vous en rendez pas compte tout de suite. Et le seuil de TVA également. À partir du moment où vous facturez la TVA,
ben, il y aura un petit peu plus d'obligations fiscales, c'est-à-dire que vous devrez déclarer la TVA à l'administration fiscale. Donc, faites attention à ce point-là parce que vous pourriez éventuellement avoir besoin de quelqu'un pour vous faire accompagner là-dessus. Merci beaucoup, Charlotte. Pour conclure sur cette partie micro-entreprise, l'idée, c'est que par rapport à tout ce que Charlotte vient d'expliquer bien en détail, nous, on vous invite toujours à vous projeter. L'idée, c'est que, évidemment, si vous êtes pressé, si votre fiscalité immédiate, c'est beaucoup plus simple pour vous, évidemment, optez pour la micro-entreprise. En revanche, après, vous pourrez aussi toujours switcher vers un autre statut et Charlotte va y revenir aussi un peu plus à la fin de ce webinaire. Donc, c'est tout à fait possible, mais en vous projetant, vous allez, par exemple, pouvoir évaluer votre niveau de dépenses qui pourrait être plus conséquente si votre situation évolue, si votre activité évolue. Est-ce que vous allez vouloir louer un bureau, par exemple, investir dans du matériel, embaucher des consultants? Vous allez très vite vous rendre compte des limites de la micro-entreprise, notamment dans le cadre justement de cette potentielle expansion que vous pourriez avoir. Est-ce que, pareil, dans les questions à se poser, vous allez vouloir rester seul, créer un cabinet de recrutement, avoir une multi-activité, par exemple? Et du coup, je laisse la main à Charlotte pour la partie entreprise individuelle. Oui, alors peut-être avant de passer sur l'entreprise individuelle, est-ce que vous avez des questions sur la micro-entreprise? Je suis à votre écoute, donc je vous laisse peut-être écrire les questions sur le chat. Comme ça, on fait une session questions sur l'auto-entreprise. Tout à fait. On rouvre le chat du coup pour un instant. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et je veux bien que vous me disiez si c'était clair ou pas. Si c'est pas clair, je peux peut-être revenir sur différents éléments éventuellement. Très clair pour Steph. Ça fait très pour la rassurer. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Allez-y. Hein. Bon, vous pourrez les poser aussi à la fin. Hein. On va pas vous couper les questions, mais alors. C'est pour ça. Est-il possible d'obtenir l'ACRE s'il y a un cumul d'activités salariées par ailleurs? En fait, il y a des conditions, Brigitte, pour obtenir l'ACRE. Il faut être soit demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable, soit être reconnu travailleur handicapé, soit avoir moins de 26 ans. Alors, tout ça, c'est pas cumulable, hein, bien sûr. Soit avoir moins de 26 ans, soit être au RSA. Donc, à mon sens, si vous êtes salarié en parallèle, Brigitte, vous ne pourrez pas avoir l'ACRE. Parce que vous ne faites pas partie du coup de toutes ces conditions-là. Donc non, il y a quand même des conditions à respecter. Pour l'auto-entreprise, il faudra faire la demande. Donc c'est un petit formulaire à remplir en même temps que l'immatriculation de l'auto-entreprise et ça vous permet d'avoir une réduction des cotisations sociales. Il n'y a pas 0 cotisation sociale la première année. Non, Julien, il n'y a pas 0 cotisation sociale. Vous allez déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Ça dépend, c'est vous qui choisissez en fait en termes de timing ce que vous souhaitez faire. 11% si ACRE, tout à fait. 22% si vous n'avez pas l'ACRE. 11% si vous avez l'ACRE sur les 3 premiers trimestres. Vous aurez toujours des cotisations sociales. Vous allez en fait déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres. Et par rapport du coup à ce chiffre d'affaires-là, ils vont vous prélever soit 11% si vous avez l'ACRE, soit 22% si vous ne l'avez pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la micro-entreprise? Je crois que Anna... Attention, là, il faut demander dans les 3 à 45 jours. Exactement, c'est pour ça que je vous demandais qu'il fallait faire la demande quand vous immatriculiez votre société. Vous avez jusqu'à 45 jours. Si vous faites la demande plus de 45 jours après l'immatriculation, l'ACRE, elle vous passe sous le nez. Donc, faites très attention. Même si 0 CA dégagé, aucune charge, ah oui, Julien. En fait, les cotisations sociales représentent 11 ou 22% du chiffre d'affaires. Donc, si vous déclarez 0, ils vous prélèvent 0% de cotisation sociale. En tout cas, 22% ou 11% de 0, ça fait 0. Donc, bien sûr que s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, vous n'aurez pas de cotisation sociale. Si vous déclarez du chiffre d'affaires, ils vous prélèveront du coup en fonction de si vous avez l'ACRE ou pas. Le plafond de CA est sur une année calendaire. Si création de statut en janvier, le plafond max est jusqu'à janvier suivant. Oui, Adrien, c'est de janvier à décembre. Donc, faites très attention. Je vous parlais de 72 600. Mais si vous déclarez, en fait, votre auto-entreprise en juin, c'est la moitié. Hein, donc, c'est la moitié 72 600 puisque c'est 72 600 entre janvier et décembre. Donc, du coup, ce sera la moitié si vous ouvrez votre auto-entreprise en juin. Donc, il faut vraiment proratiser.
Pourriez-vous, s'il vous plaît, revenir sur l'intégration aux autres revenus du foyer? Donc, en fait, le chiffre d'affaires de l'auto-entreprise est considéré comme vos revenus, Zara. Donc, ce que vous allez faire, c'est que tous les mois, tous les trimestres, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires. Donc, finalement, ça remonte directement aux impôts. C'est un peu comme quand on est salarié, on a des fiches de paye. Dans notre avis d'imposition l'année prochaine, en fait, nos salaires, ils sont déjà pré-remplis dans la déclaration. Donc là, en fait, vous aurez juste une case un petit peu différente. Il faudra cocher micro-entreprise, forcément. Et votre chiffre d'affaires, logiquement, il est déjà pré-rempli dans la déclaration. Ce sont les impôts, du coup, qui mettent en place un abattement. Donc, comme vous êtes en prestation de service, ils prennent le chiffre d'affaires déclaré durant l'année, donc l'année calendaire de janvier à décembre, et ils mettent en place un abattement de 34%. Ils vous appellent, du coup, votre taux, à vous. Donc, c'est des tranches d'imposition au taux marginal. En fait, il y a la tranche à 0, la tranche à 11, la tranche à 30, la tranche à 40, et c'est grâce à ça que ça vous donne un taux de prélèvement à la source. Donc, ensuite, c'est votre tranche d'imposition à vous qui va s'appliquer sur ce qui reste, à savoir sur 66% du chiffre d'affaires. Mais vous aurez bien une case, enfin une déclaration à faire à part des revenus salariés. Il y a toujours la case salariée et les cases non salariées avec la petite case pour la micro-entreprise dans laquelle vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires sans abattement puisque c'est bien les impôts qui font eux-mêmes l'abattement. Bon, Zara a l'air contente de la réponse. Est-ce qu'on peut passer à l'entreprise individuelle? Nous pouvons garder le statut combien de temps, Lionel? À vita aeternam, tant que vous ne dépassez pas les plafonds. Donc, en fait, c'est pas un statut qui est limité dans le temps. Il est limitant par rapport au chiffre d'affaires et éventuellement au plafond de TVA. Mais il n'y a pas de limite dans le temps tant que vous ne dépassez pas les fameux plafonds interdits. Voilà. Et là, on va fermer le chat pour pouvoir juste passer un petit peu à la suite. Et de toute façon, on prendra aussi tout le moment qu'il faut à la fin pour pouvoir répondre à toutes les questions également. Je t'en prie, Charlotte. Merci pour toutes vos questions. On passe à l'entreprise individuelle, qui est un autre statut juridique. Alors, pour avoir un petit peu plus de précision de votre côté, la micro-entreprise est une entreprise individuelle. Sauf que c'est une entreprise individuelle simplifiée, à savoir que c'est le statut le plus simple qui puisse exister. On a aussi l'entreprise individuelle régime réel, ce qu'on appelle le I classique. Si vous dépassez 2 années consécutives le plafond de chiffre d'affaires, vous basculez automatiquement en entreprise individuelle au 1er janvier de l'année 3, donc de la 3e année. Et ça, vous n'êtes pas informé tout de suite. Vous êtes informé vers mars, avril, et vous faites « Oh, mince, j'ai oublié, je suis en entreprise individuelle ». Donc, faites très, très attention. Si vous avez un gros chiffre d'affaires, pensez à changer de statut avant le 31 décembre. L'entreprise individuelle, ça va fonctionner un petit peu de la même manière que pour la micro-entreprise. L'entreprise, c'est vous, donc vous avez une responsabilité illimitée, d'accord? Ça veut dire quoi? Comme un petit peu l'auto-entreprise, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction personne morale, personne physique. Donc là, pour le coup, en cas de litige, alors on est en prestation de service et puis, enfin, il y a peu de risque de dette, mais sachez qu'en tout cas, la responsabilité de l'entreprise est confondue avec la vôtre. Et donc, je vais générer du chiffre d'affaires sur l'entreprise individuelle. Même principe que l'auto-entreprise. Sauf qu'en entreprise individuelle, je vais pouvoir déduire mes dépenses. Qu'est-ce que les dépenses? Ça va être en fait tous les frais que je vais engager dans le cadre de mon activité professionnelle. Donc, mes repas hors domicile. Je fais pas les courses sur l'entreprise individuelle et je me fais pas livrer à la maison. Ça, fiscalement, c'est interdit. Mais si je mange hors domicile dans le cadre de mon activité, que je sois seule ou que j'invite des clients à déjeuner, parce que ça fonctionne aussi. Je passe mes frais de repas. Je passe mes frais de déplacement professionnel. Je passe l'expert comptable si j'en ai un et tous les sous-traitants à qui je fais appel tout au long de l'année. Je passe des frais de formation si je dois me former et que la formation est payante. C'est mon entreprise qui me paye ma formation. Je passe mon forfait téléphone et ma box internet, donc ce qu'on appelle mes frais télécom. Je peux également passer des codes-parts de loyer et de charges de chez moi. Alors, on en rediscutera peut-être plus amplement sur la société. Je vais pas vous perdre dans les frais, mais sachez que toutes les dépenses qui sont engagées dans le cadre de l'activité professionnelle sont prises en charge par l'entreprise. Et donc, comptablement parlant, nous, on vient les déduire. C'est pour ça qu'on parle de charges déductibles. Je pars de mon chiffre d'affaires. Je déduis mes dépenses. J'arrive à un bénéfice. Tout à l'heure, je vous disais qu'en auto-entreprise, j'étais prélevée de 22% de cotisation sociale sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur le revenu sur 66% du chiffre d'affaires après l'abattement. Là, en fait, c'est pas mon chiffre d'affaires qui va être considéré comme mon revenu, mais mon bénéfice. D'où l'intérêt de passer des dépenses, puisque du coup, ça vient réduire mon bénéfice et forcément, ça vient réduire mon imposition personnelle. Donc là, j'ai pas d'abattement automatique qui se fait,
C'est moi qui choisis les dépenses que je souhaite passer et donc j'ai indirectement un peu plus la main sur le bénéfice du coup que je génère et sur ce que je vais déclarer dans mon avis d'impôt sur le revenu. Au niveau des cotisations sociales, c'est pas la même chose qu'en auto-entreprise. Les cotisations sociales, elles vont représenter 45% du bénéfice et non pas 22% du chiffre d'affaires. Donc vous voyez que j'ai quand même plus du double en termes de cotisations sociales sur l'entreprise individuelle, puisque vous avez un statut TNS, travailleur non salarié, comme l'auto-entreprise, donc vous êtes considéré comme indépendant. Mais du coup, vous payez 45% de charges sur le bénéfice. Donc, en fait, si vous voulez, pour vous expliquer de manière très, très simplifiée, la première année, je vais passer mes dépenses et du coup, la Sécurité sociale des indépendants, qui a fusionné avec l'URSSAF, va m'appeler un petit forfait de cotisation sociale. Je crois qu'ils appellent la première année entre 3 000 et 3 500 euros à l'année. Donc, c'est pas grand-chose. Pourquoi? Parce qu'ils savent absolument pas quel va être le bénéfice de la structure. Donc, c'est un forfait qui est le même pour tous les freelances. Donc, en fait, vous allez avoir votre chiffre d'affaires, duquel vous allez déduire vos frais, duquel vous allez déduire les 3 000, 3 500 euros de cotisation sociale. Et ensuite, le bénéfice va être déclaré dans votre avis d'imposition. Donc, vous paierez l'impôt sur le revenu sur le bénéfice. Et vous paierez 45% de cotisation sociale sur le bénéfice, puisque le bénéfice est considéré comme vos revenus, comme vos salaires indirectement. Et donc, ils vont vous prélever 45% du bénéfice pour les cotisations sociales. Ça, c'est l'année 1. L'année 2, c'est ce que vous voyez sur le petit schéma que vous avez en face de vous, c'est que les cotisations sociales que vous aurez payées en année 1 vont venir en dépenses. Donc, en fait, en année 1, je paye presque rien de cotisation sociale. Donc, j'ai un bénéfice qui est très élevé. Donc, je vais me faire allumer, notamment au niveau de l'impôt sur le revenu. Et l'année prochaine, en fait, ce que j'aurai payé en cotisation sociale va être déductible de mon chiffre d'affaires. Donc, j'aurai un bénéfice moindre et donc un impôt sur le revenu moindre. Mais du coup, il va y avoir énormément de fluctuations du bénéfice entre les années où je paye des cotisations sociales et les années où j'en paye moins. Je veux bien que tu changes la slide, Ottilie, si c'est possible. Donc, si je peux faire un résumé sur l'entreprise individuelle, elle est plutôt simple aussi au niveau de la création. C'est un formulaire à envoyer, il n'y a pas de frais. L'avantage, c'est que par rapport à l'auto-entreprise, on peut quand même passer ses frais. Donc, quelqu'un en fait qui ne dépasse pas 70 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui a quand même pas mal de dépenses, je pense à un local de manière globale, il peut les faire passer sur l'entreprise individuelle. Il n'est pas obligé du coup de créer une société, il reste en personne physique. Par contre, si vous voulez, mon point de vue personnel et le point de vue au niveau fiscal, c'est pas du tout optimisé, puisqu'en fait, votre bénéfice, il va fluctuer à chaque fois. Et donc, il n'y a pas d'optimisation possible, puisqu'en fait, on parle pas de salaire, on parle bien de bénéfice. Donc, faites très attention à la fluctuation entre les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu. Parce que finalement, si en fait j'ai un chiffre d'affaires qui est exponentiel, mais des frais qui restent fixes, ben, mon bénéfice il va être de plus en plus élevé chaque année. Et donc, au niveau fiscal, je me fais un petit peu allumer. Voilà. Donc, c'est pas un statut qui est hyper optimisé, si vous voulez, mon point de vue. Je vous laisse poser toutes les questions sur l'entreprise individuelle. Allez-y, c'est parti. Alors, je vais ouvrir le chat. Alors, obligation d'ouverture d'un compte bancaire spécial à partir de combien de CA? Alors, Anna, si je dépasse 10 000 euros de chiffre d'affaires en micro-entreprise, je dois avoir un compte bancaire dédié. En entreprise individuelle, je serai obligée d'avoir un compte bancaire dédié. Victorine a posé la question. Merci pour. Est-ce qu'on est obligé de créer un cabinet de recrutement ou le fait d'être un freelance suffit? Désolée, je suis arrivée un peu en retard. En fait, Victorine, vous faites un petit peu ce que vous voulez, c'est-à-dire que l'auto-entreprise, elle vous sert à tester votre activité. Donc, vous n'êtes absolument pas obligé de tout de suite créer un cabinet de recrutement. Je pense que le cabinet de recrutement, il interviendra plus tard si, en effet, vous avez besoin de passer des dépenses, si vous avez le souhait de vous associer. Donc, pas d'obligation au niveau du choix du statut juridique. C'est un choix qui reste propre à vous-même. Mais en fonction de votre activité, il sera quand même intéressant fiscalement de changer de statut très vite. Joël, bonjour, puis-je être indépendante en France et vivre en Suisse? Oui, Joël, sur le principe, vous pouvez être freelance en France tout en vivant en Suisse. Par contre, il faudra que l'établissement soit basé en France pour que ce soit la fiscalité française qui s'applique. Donc, je sais que nous, quand on crée les sociétés, on demande un justificatif de domicile en France. Donc, si vous l'avez pas, ça va être compliqué de créer la structure en France. En tout cas, il faut un point d'attache en France pour créer la structure, même si vous n'êtes pas à 100% en France et si vous vivez ailleurs. Oui. Anna,
Micro-entreprise, un seuil important de minimum de cotisation pour valider un trimestre. Pourriez-vous aborder ce sujet, s'il vous plaît? Oui. Alors, du coup, je l'ai abordé au tout début. Je vous disais que pour valider vos trimestres de retraite en auto-entreprise, quand on est en prestation de service, il me semble qu'il faut faire 11 500 € de chiffre d'affaires à l'année. Donc, il faut diviser par 4 pour avoir, du coup, le chiffre d'affaires à réaliser par trimestre. Donc, faites très attention parce qu'en dessous de ça, vous ne validez pas vos trimestres de retraite. Oui. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez eu un petit peu de retard, c'est pas grave. Vous inquiétez pas. Mais oui, du coup, c'est 11 500 € de chiffre d'affaires en tant que prestataire de service à peu près pour valider vos trimestres de retraite. Ouais. En dessous de ça, vous avez rien. Et je précise, Anna, si vous êtes arrivé en retard, c'est que en auto-entreprise, j'ai la retraite de base, j'ai pas la retraite complémentaire. Voilà. On a vu au niveau statut social, d'ailleurs, entre l'entreprise annuelle et la micro-entreprise, c'est un peu identique. C'est-à-dire que vous allez cotiser via les cotisations sociales que vous payez au niveau santé, prévoyance et retraite. En auto-entreprise, plus j'ai un gros chiffre d'affaires, mieux je suis protégée, parce que tout se base sur le chiffre d'affaires. En entreprise individuelle, plus j'ai un résultat élevé, mieux je cotise, puisque tout se base sur le résultat fiscal de l'entreprise individuelle. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Je veux bien que vous me répondiez des petits oui dans le chat. Super. Okay. Ok, ça marche. Eh bien, on peut passer à l'étape suivante. Très bien. Nous, par rapport à ça, on a fait pour illustrer un petit peu tous ces propos et faire un peu la transition entre individuel et société, on a analysé la répartition des différents statuts juridiques chez les membres de la communauté qui travaillent avec Untid. Donc, par rapport à ça, dans notre communauté, on a pu voir que 49% de nos consultants sont sous le régime individuel, micro-entreprise, entreprise individuelle, et 51% sur la société, EURL, SARL, SASU, etc., dont Charlotte va parler juste après. On peut imaginer, en tout cas avant de constater ces chiffres, que de prime abord, la majorité des consultants, en se lançant, auraient opté pour la micro-entreprise. On se rend compte, nous, en analysant nos chiffres et nos données, que la répartition, elle est plutôt égalitaire, elle est même un petit peu en avance par rapport aux sociétés. Donc, c'est assez intéressant aussi de voir un peu les usages que nous, la communauté, peut avoir aussi sur Untid. Et pour faire la transition avec les sociétés, avant que Charlotte en parle un peu plus, si vous souhaitez, et ça va concerner tous les recruteurs dans le cadre des créations de cabinets de recrutement, et notamment pour les évolutions de statut également, si vous souhaitez créer votre cabinet de recrutement, que ce soit seul ou avec des associés, vous allez vous tourner vers d'autres formes juridiques que sont les sociétés, les EURL ou les SARL par exemple, qui vont avoir différents avantages. Par exemple, si vous êtes seul, vous allez pouvoir avoir la possibilité d'accueillir des salariés et ou salariés et associés. Et à ce moment-là, vous allez en effet vous tourner, dans le cadre des cabinets de recrutement, plutôt vers des statuts juridiques de société. Et Charlotte, c'est à toi. Oui, je reprends la main. Excusez-moi, Marie, parce que je viens de voir votre question dans la partie questions. Vous me disiez, peut-on avoir une activité en SASU et une autre complémentaire en auto-entrepreneur? J'allais en parler à la fin. Pour répondre très rapidement, je vous fais un petit teasing. Oui, on peut avoir une SASU, une auto-entreprise, mais il y a certains critères à respecter. Et Aurélie disait, bonjour, l'EI et la SAS, c'est bien différent. Absolument. L'EI, c'est une entreprise individuelle et la SAS, c'est une société. Et la transition est trouvée. Je peux parler de ma SAS et de ma SARL. Donc, merci Ottilie pour la transition. Alors, là, on va parler du fonctionnement de la société de manière globale. Je vais essayer d'être très, très claire. Parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Et puis après, toujours pareil, vous pourrez poser les petites questions que vous avez. On part du chiffre d'affaires. Sauf que là, contrairement à l'auto-entreprise, à la micro-entreprise et à l'entreprise individuelle, je vais déclarer sur l'année le chiffre d'affaires que j'ai facturé. D'accord? Je fais une facture en décembre 2022. Je l'encaisse en janvier 2023. La facture de décembre 2022, comme elle a été émise en 2022, elle compte comme chiffre d'affaires. Voilà, une petite subtilité à savoir. Donc là, c'est bien tout le chiffre d'affaires que je vais facturer durant l'année. Pareil que pour l'entreprise individuelle, je vais pouvoir déduire mes dépenses. Les dépenses sont identiques au niveau charges déductibles, que je sois en entreprise individuelle ou en société. Donc,
On a dit des quotes-parts de loyer et de charges, c'est-à-dire qu'en société, vous allez domicilier le siège à un endroit. Si le siège social de la société ou de l'entreprise individuelle d'ailleurs est chez vous, vous avez le droit de refacturer des quotes-parts de loyer et de charges à votre société, à votre structure. Si je suis locataire, ce sera une quote-part de ma quittance de loyer. Si je suis propriétaire, on ne fera pas par rapport à la valeur de l'emprunt, sinon c'est des montants qui sont quand même trop conséquents. On va calculer la valeur locative au mètre carré dans votre rue. Vous trouvez ça très facilement sur le site seloger.com. C'est-à-dire que c'est comme si en fait la structure était locataire de votre logement. Si vous aviez eu un locataire qui occupait 10 mètres carrés chez vous, combien vous lui auriez fait payer de loyer? C'est un peu le même principe. Donc en fait, il va falloir déterminer un nombre de mètres carrés alloué à l'activité professionnelle. Je vous donne un exemple très concret. J'ai 50 mètres carrés chez moi. J'ai une pièce que j'utilise qui fait 10 mètres carrés. Je vais allouer 10 mètres carrés à mon activité professionnelle. 10 mètres carrés sur 50, ça représente 20% de mon logement. Et ben, je peux refacturer à ma structure 20% de mes loyers et de mes charges. Donc, eau, gaz, électricité. Et si je suis propriétaire, quote-part de la taxe foncière. La taxe d'habitation, on oublie, hein. Mais la taxe foncière, du coup, je peux prendre une quote-part quand je suis propriétaire. Donc, on peut refacturer des quotes-parts de loyer et de charges. Je vous le dis parce que je pense que ça peut aussi pencher dans la balance. Bien sûr que si vous créez un cabinet de recrutement avec des locaux à Paris ou ailleurs, par exemple, et que le siège social est dans les locaux sont entièrement pris en charge par la société puisque, du coup, pour le coup, c'est un local qui est 100% professionnel. Hein, on fonctionnera par quote-part si le siège est chez vous parce que votre maison entière n'est pas professionnelle, il n'y a qu'une petite partie. Donc, dans les frais, je passe les frais télécom, les repas en extérieur, mes déplacements professionnels. Donc, ça peut être le pass Navigo au transport en commun à 100% si je me déplace en transport. Ça peut être des taxis, des Uber, des trains, des avions de manière ponctuelle. Les frais d'expertise comptable, les frais bancaires. Je rebondis sur la question du compte bancaire tout à l'heure. En société, au-delà d'ouvrir un compte bancaire dédié, il faudra ouvrir un compte bancaire professionnel. C'est une obligation. Hein, donc, on a un compte perso pour la personne physique, un compte professionnel pour la personne morale. Donc, les frais bancaires passent, les assurances, des contrats complémentaires éventuellement. Si vous rémunérez, votre société, elle peut prendre en charge une mutuelle d'entreprise, par exemple, la sous-traitance, des frais de formation. Donc, en fait, toutes les dépenses qui sont engagées dans le cadre de l'activité professionnelle, je viens les déduire de mon chiffre d'affaires. Et ce qui va se passer, c'est que là, en tant que président ou présidente de SASU ou en tant que gérant ou gérante de ERL, je vais pouvoir me rémunérer. Je vais pouvoir me verser un salaire. En créant une société, vous créez une personne morale qui va, pour le coup, elle, être distincte de la personne physique et donc de vous. Donc, contrairement à l'entreprise individuelle ou à la micro-entreprise où finalement vos patrimoines sont confondus, là, on a bien le patrimoine professionnel de la personne morale de la société et le patrimoine personnel, donc le vôtre, qui est complètement protégé. Encore une fois, on est en prestation de service, il y a quand même peu de risque de dette, mais sachez-le, en société, vous avez non pas une responsabilité illimitée, mais une responsabilité qui est dite limitée. En fait, elle va être limitée au montant des apports, donc tout ce que vous allez acheter dans la société va appartenir à la société. Voilà. Et votre patrimoine perso et votre famille sont protégés. Ce qui fait que le chiffre d'affaires qui est généré, c'est généré par la personne morale. Et donc, vous, en tant que personne physique, vous allez pouvoir vous rémunérer et donc vous verser des rémunérations si vous êtes en ERL ou des salaires si vous êtes en SASU. Puisque c'est pas le même terme parce qu'on n'a pas le même statut social entre les deux. Ce que vous voyez au milieu, en rose, c'est vraiment le tronc commun. Donc, c'est vraiment le fonctionnement d'une société. Je prends mon chiffre d'affaires, tout ce que j'ai facturé durant l'année. Je déduis comptablement mes dépenses et mes rémunérations brutes. Donc, si je suis amenée à me verser des salaires, je les déduis également, d'accord, ça passe en dépenses de société. Une fois que j'ai déduit toutes les dépenses sur la structure, j'arrive à un bénéfice qui est dit brut, puisqu'en fait, il est tout simplement avant impôt. En entreprise individuelle, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un bilan à réaliser en fin d'année, puisque forcément, il faut déclarer le bénéfice pour être prélevé des cotisations sociales. Ce sera la même chose en société. Ce n'est pas le cas en auto-entreprise ou en micro-entreprise. Il n'y a pas de bilan. C'est pour ça qu'on a d'ailleurs une comptabilité simplifiée. Mais c'est le cas en entreprise individuelle et surtout en société. C'est pour ça qu'on a en fait des obligations fiscales qui sont quand même plus conséquentes. C'est-à-dire qu'en fin d'année, je vais clôturer les comptes. Je vais déclarer le bénéfice à l'administration fiscale. En l'occurrence, nous, en tant qu'experts comptables, on va déclarer le bénéfice brut. Et c'est sur ce bénéfice brut-là que vous allez payer un impôt sur les sociétés.
Je m'explique. Vous, en tant que personne physique, vous payez de l'impôt sur le revenu. Donc, vous allez payer de l'impôt sur le revenu sur les salaires si vous en versez et sur les dividendes si vous versez des dividendes. J'y reviendrai après. La personne morale, elle va avoir sa propre imposition, à savoir l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt société, en fait, il représente un pourcentage du bénéfice brut. C'est très facile. Il y a 2 tranches. Vous avez une tranche à 15%, une tranche à 25%. Ça va fonctionner un petit peu comme l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire par tranche d'imposition, mais là, c'est la personne morale qui paye. Donc, c'est bien votre société qui paye l'impôt société, c'est pas vous. C'est très simple. Jusqu'à 38 120 € de bénéfice, je suis imposée à 15% d'impôt sur les sociétés. Et tout ce qui va dépasser 38 120 € sera imposé à 25%. Je vous donne un exemple chiffré. Je fais 50 000 € de bénéfice brut. Je paye 15% sur 38 120 et 25% sur 11 880, donc sur ma différence. Si je dépasse 38 120, j'ai pas l'intégralité imposée à 25. J'ai toujours mes premiers 38 120 € qui sont imposés à 15. Donc, en fin d'année, on déclare le bénéfice à l'administration fiscale, on paye l'impôt sur les sociétés, et une fois que j'ai payé l'impôt société, j'ai un bénéfice qui est après impôt, en fait, qui est net. Et là, que je sois en ERL, SARL ou en SASU, SAS, j'ai 2 solutions. Ce bénéfice, je veux pas y toucher, ou du moins pas tout de suite, donc je laisse en réserve. Cet argent, il n'est pas obligé de dormir, ça va être la trésorerie de votre personne morale. Vous pouvez prendre des participations dans d'autres sociétés, ouvrir un compte à terme, par exemple, acheter du matériel. Donc, ces réserves, elles restent et elles peuvent être utilisées pour la personne morale, dans le cadre de l'activité. Si par contre, vous avez envie ou besoin de vous verser des compléments de revenus sous forme de dividendes, ce sera possible une fois qu'on aura clôturé l'exercice. Donc, je fais un récap très très rapide. Je génère un chiffre d'affaires, c'est tout ce que j'ai facturé sur tout mon exercice fiscal en fait. Je vais déduire comptablement toutes les dépenses, y compris mes salaires et les cotisations sociales, si je me suis rémunérée. Mon bénéfice brut sera ensuite soumis à l'impôt société à 2 tranches, 15 et 25%. Et une fois que j'ai déclaré cet impôt société, j'ai un bénéfice net qui soit reste en réserve, soit est distribuable sous forme de dividende. Donc ça, c'est vraiment le tronc commun. Il n'y a pas de différence entre l'ERL, la SARL, la SASU, la SAS. J'ai donné beaucoup d'informations, donc je vais faire un petit temps question, parce que je vois qu'il y en a eu quand même pas mal au milieu. Donc, peut-on inclure une partie des remboursements de l'emprunt immobilier ? Alors Arnaud, je pense que vous parlez plutôt d'une SCI, Société Civile Immobilière, c'est-à-dire que d'accord, non. Vous parlez si vous êtes propriétaire. Peut-on inclure une partie des remboursements ? Non. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on ne fera pas du tout par rapport à l'emprunt que vous avez si vous êtes propriétaire. On calculera la valeur locative au mètre carré. Donc non, on ne peut pas inclure une partie des remboursements de l'emprunt. On fait comme si votre société en fait était locataire de votre logement et on lui refacture un loyer sur la base de la valeur locative au mètre carré. Je peux même peut-être vous mettre le lien Se Loger, où vous allez pouvoir estimer le prix en fait de la location au mètre carré dans votre rue. Comme ça, je vous le mets dans le chat, vous l'aurez. Hop. Ok. Steph, en termes d'optimisation, quel est l'intérêt de passer du salaire et dividende ? On va le voir juste après, du coup. En fait, en ERL, il est plus intéressant de prendre de la rémunération. En SASU, il est peut-être plus intéressant de prendre des dividendes. Donc ça, c'est sur les différences. Donc, je vais l'aborder juste après. Charlotte, il y a aussi une question dans l'onglet « Question » de Adrien. Quel est le montant des cotisations sociales sous cette forme, s'il vous plaît, le même que pour les EI, 45%? Alors, Adrien, j'allais y venir. Ça fait partie des différences entre l'ERL et la SASU. C'est bien 45% en ERL, c'est beaucoup plus en SASU. Donc, je vous l'explique juste dans la slide suivante. Là, je veux juste éventuellement que vous me posiez des questions sur le fonctionnement d'une société de manière globale. Et si c'est clair, je passe du coup au détail entre l'ERL et la SASU, notamment au niveau des cotisations sociales et des dividendes. Et si jamais on Merci. Samuel a posté un sondage disponible dans l'onglet sondage, si vous voulez aussi y répondre durant le webinaire. Ouais, ça peut être pas mal que vous puissiez répondre au sondage pour qu'on voit un petit peu au niveau des tendances. Est-ce que c'est clair pour le fonctionnement d'une société de manière globale ? Si oui, je passe aux différences puisque je pense que c'est ça qui vous intéresse. Allez, super. Donc,
Je vais répondre là, je pense, à pas mal de vos interrogations. Première grande différence entre l'EURL et la SASU. Alors, je précise, l'EURL est une SARL unipersonnelle. L'EURL est une SARL dans laquelle il n'y a qu'un associé, qu'un gérant, d'accord? Et la SASU est une SAS unipersonnelle. C'est une SAS dans laquelle il n'y a qu'un gérant, qu'un mandataire, pour le coup, parce qu'on parle de mandataire en société. Donc, en fait, j'ai présenté EURL, mais ça vaut aussi pour les SARL, et je vais présenter la SASU, ça vaut également pour les SAS. Un gérant d'EURL et TNS, travailleur non salarié, comme en entreprise individuelle. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gérant de EURL dépend de la SSI, Sécurité sociale des indépendants, c'est le régime des indépendants, qui a fusionné depuis très peu avec l'URSSAF, encore une fois. Donc, je vais parler d'URSSAF, je pense que ce sera plus simple pour vous. Avant, c'était le RSI, c'est devenu la SSI, c'est devenu l'URSSAF. Donc, aujourd'hui, en EURL, un gérant d'EURL cotise auprès de l'URSSAF. La SASU, ou la SAS, est le seul statut juridique qui permet à son président ou à sa présidente, en tout cas à ses mandataires, d'être au régime général. C'est le seul statut qui permet du coup à un freelance d'avoir des prestations sociales au niveau santé, prévoyance et retraite équivalentes à celles d'un salarié. D'accord? Donc en fait, en EURL ou en SARL, je suis à l'URSSAF, je suis travailleur non salarié. En SASU en SAS, je suis ce qu'on appelle assimilé salarié. Je suis au régime général. Je suis assimilé salarié et pas salarié. Hyper important du coup à dire. Je suis assimilé salarié puisque j'ai les mêmes prestations sociales au niveau protection sociale et couverture. Mais je ne suis pas salarié au sens droit du travail. D'accord? J'ai pas de contrat de travail entre moi et moi-même et je n'ai pas de lien de subordination. C'est pour ça qu'on n'est pas salarié à proprement parler, on est assimilé salarié. L'impact, c'est quoi? Ça va être le coût de vos salaires, de vos propres salaires, d'accord? Et ça va être le niveau de protection sociale. En EURL, je vais payer 45% de cotisation sociale. Donc oui, je réponds à votre question tout à l'heure, c'est 45% de cotisation sociale en EURL comme l'entreprise individuelle, sauf qu'en EI, je paye 45% du résultat. En EURL, je paye 45% de ma rémunération. Comme j'ai la main sur la rémunération que je me verse, je vais du coup avoir la main sur les cotisations sociales que je vais payer. Côté SASU SAS, j'espère que vous êtes tous bien assis, les cotisations sociales représentent 75% du salaire net. D'accord? Je vais vous donner un exemple très concret, à savoir chiffré. En EURL, je me verse 1 000 € de rémunération nette. D'accord? Je vais payer 45% de 1000 en cotisation sociale. Donc, 450 € de cotisation sociale. Donc, pour 1 000 € net en EURL, le coût employeur, donc le coût pour votre EURL, le brut, c'est 1 450. OK? Côté SASU SAS, je paye 75% de cotisation sociale sur le salaire net. Même exemple chiffré, je me verse 1 000 € net de salaire sur la SASU. Ça coûte 75% de 1000, donc 750 € de cotisation sociale. Donc pour 1 000 € net, en brut, coût global, coût employeur, ça me coûte 1 750. J'ai donc 30% d'écart entre les charges en EURL et les charges en SASU. Pourquoi? C'est très simple. En EURL, les 45% sont des charges patronales. C'est d'ailleurs pour ça que vous payez 45% du résultat en entreprise individuelle. Donc vous payez des charges patronales pour cotiser à la santé, à la prévoyance, à la retraite en tant que chef d'entreprise, TNS, d'accord? La SASU, vous rajoutez 30% pour les charges salariales. Pourquoi? Parce que vous êtes chef d'entreprise, donc vous payez bien 45% de charges patronales, et vous payez 30% de charges salariales puisque vous êtes salarié au sens de la protection sociale. Donc les 30% de charges sociales que vous payez en plus vous permettent d'avoir une couverture sociale équivalente à celle d'un salarié. Donc, 45% de charges sociales en EURL, 75% en SASU. J'ai pas le même statut social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que à salaire égal entre un gérant d'EURL et un président de SASU, je suis mieux protégée en SASU. Je pense que vous l'aurez compris. On est mieux protégé au régime général qu'au régime des indépendants. Donc, je dis bien un salaire égal. Hein. Donc, quelqu'un qui se verse 2 000 € net en EURL et 2 000 € net en SASU, il aura des prestations plus complètes sur la SASU, puisque du coup, il cotise comme un salarié. Attention, à ce jour, aucun indépendant ne cotise pour le chômage. Donc, c'est-à-dire que même le président ou la présidente de SASU ne cotise pas pour le chômage. Donc, au niveau prestations sociales, je parle bien de la santé. Donc, c'est indemnité, remboursement de frais médicaux, hein, les frais de santé. C'est souvent complété par une mutuelle, hein, qui est une complémentaire santé d'ailleurs. Prévoyance,
Prévoyance, c'est un maintien de vos revenus en cas d'arrêt. Ça peut être arrêt maladie, invalidité, voire décès. Et il y a la retraite, avec la retraite de base et la retraite complémentaire, puisque du coup, en société, contrairement à la micro-entreprise, vous avez la retraite de base et la retraite complémentaire. Donc, vous cumulez les deux. D'accord? Donc, double impact. Je suis TNS en EURL, je suis assimilé salarié en SASU. Je suis du coup à rémunération égale, moins bien protégé en EURL qu'en SASU. Ça ne veut pas dire que je suis mal protégé en EURL. Plus je me rémunère, mieux je suis protégé. Et vous pouvez prendre en place, enfin mettre en place en tout cas des complémentaires qui passent en frais professionnels. Je pense à une mutuelle, à une complémentaire retraite également. Donc, vous pouvez souscrire à des contrats professionnels payés par votre EURL. D'accord? Donc, forcément, si je suis en SASU avec 4 000 € net et que si je suis en EURL avec 4 000 € net, mais que j'ai des complémentaires, je peux être aussi bien protégé qu'en SASU. Donc, c'est quand même à relativiser. Mais du coup, les prestations sociales sont moindres et du coup, mes rémunérations coûtent moins cher en EURL que ce qu'elles coûtent en SASU. Donc ça, c'est au niveau rémunération et cotisation sociale. OK? Il y avait une deuxième question sur les dividendes. Il y a une grosse différence entre l'EURL et la SASU au niveau du retraitement des dividendes. En EURL, en fait, les dividendes sont considérés comme de la rémunération. Donc, quelqu'un qui est gérant de EURL et qui veut se verser des dividendes, après avoir payé l'impôt société, il va payer de nouveau 45% de cotisation sociale sur les dividendes. Donc, il paye 45% de cotisation sociale sur ses rémunérations. Et après impôt société, il paye 45% de cotisation sociale sur les dividendes. Je pense que vous l'aurez compris. Quitte à payer 45%, autant du coup les payer avant impôt société. Donc, l'optimisation fiscale en EURL, elle se fait plutôt par le haut, c'est-à-dire via les rémunérations de gérants. D'accord? Les rémunérations de gérants, elles vous permettront de cotiser et elles sont déductibles du chiffre d'affaires. Ottilie, est-ce que tu peux éventuellement remettre la slide d'avant, que je puisse bien montrer du coup à tout le monde comment ça fonctionne au niveau déductibilité? Merci beaucoup. Vous voyez au niveau des frais, donc on déduit les frais, on déduit les rémunérations brutes. Donc en EURL, si je maximise ma rémunération et que j'optimise au niveau REM et que je prends tout ou quasiment tout en rémunération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon bénéfice brut, il est nul ou quasi nul. D'accord? Il est de 0 ou proche de 0. Et donc, je paye pas ou peu d'impôts société. D'accord? Puisque, en fait, l'impôt société se prélève sur le bénéfice. Donc, l'optimisation en EURL, elle se fait plutôt par le haut. J'ai quand même souvent tendance à optimiser ma rémunération parce que je veux des prestations sociales qui sont intéressantes, parce que j'en ai besoin pour vivre. Et en plus de ça, je réduis mon impôt société. Côté SASU, du coup, au niveau des dividendes, je vais payer la CSG-CRDS à hauteur de 12,8%. Alors, je veux bien peut-être que tu remettes la slide juste d'après. Merci beaucoup, super. Donc, en fait, je vais payer la CSG-CRDS. Donc, en fait, les dividendes en SASU ne sont pas considérés comme du salaire. C'est la bonne nouvelle. Parce que si je vous avais dit qu'on payait 75% de cotisation sociale après impôt, il vous resterait plus rien. Non, les dividendes sur la SASU ne sont pas considérés comme du salaire. Donc, vous allez payer seulement la CSG-CRDS. Donc, ce sont des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Quoi qu'il arrive, les dividendes, ils seront soumis à l'impôt sur le revenu. À la différence des salaires qui sont, eux, soumis à l'impôt sur le revenu aux tranches classiques. Donc, c'est-à-dire que via vos rémunérations de gérants ou via vos salaires du coup de président SASU, vous avez le prélèvement à la source comme des salaires classiques. Les dividendes, vous avez deux choix. Vous avez soit la possibilité de soumettre les dividendes au barème progressif. Donc, ça, c'est la deuxième option qui est inscrite sur la slide. C'est ce qu'on appelle le barème après abattement de 40%. Donc, en fait, qu'est-ce que font les impôts? Ils prennent les dividendes, ils font un abattement de 40% et ensuite vous êtes imposé par tranche d'imposition au taux marginal, donc à votre tranche classique, sur ce qui reste, donc sur 60% de vos dividendes. Si jamais vous êtes très fortement imposé à titre personnel, admettons que vous soyez dans la tranche d'imposition à 40% par exemple, parce que les revenus du foyer sont élevés, vous avez la possibilité en société d'opter pour ce qu'on appelle la flat tax, qui est un taux fixe à 12,8%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en SASU, vos dividendes, ils seront maximum soumis à 17,2 CSG plus 12,8 DR, donc 30% de taxes. C'est-à-dire plus de 2 fois moins que les salaires avec les 75% de charges sociales. Donc, en fait, on a des dividendes qui sont très, très optimisés sur la SASU. Ce qu'on a tendance à faire au niveau de la SASU ou de la SAS, c'est soit on a un Pôle emploi, et donc, ou on est salarié en parallèle. En tout cas, on n'a pas besoin de se verser des salaires de manière récurrente. Donc, on se verse peu ou pas de salaire parce qu'ils coûtent quand même très cher.
Et en fin d'année, une fois que j'ai généré du bénéfice, je peux récupérer tout ou une partie de mes dividendes qui seront imposés à maximum 30%. Je pense que vous l'aurez compris, l'optimisation sur la SASU, elle se fait plutôt par le bas, donc via les dividendes. Donc voilà pour cette slide. 3 points à retenir avant que vous puissiez passer à vos questions. Le statut société vous permet d'optimiser. Vous avez la main sur les frais que vous passez, sur les dépenses. Alors, on ne peut pas tout passer non plus. Nous, on sera là en tant que comptable pour vous dire ce que vous pouvez faire ou pas faire. Mais je choisis les dépenses que je passe sur ma société. Je choisis les salaires que je me verse et donc indirectement, je choisis les cotisations sociales que je paye. Et je choisis en fait de la répartition de mon bénéfice, à savoir est-ce que je le mets en réserve ou est-ce que je me verse des dividendes. On aura une couverture sociale qui sera complètement optimisée en société puisque personnalisable. C'est-à-dire que en SASU, au régime général, c'est vrai que nous, la SASU, on a tendance à la recommander aux personnes qui sont soit proches de la retraite, comme ça ils changent pas de caisse, des personnes qui ont eu de gros ennuis de santé. C'est peut-être mieux. Alors, il faudra peut-être faire un audit à ce niveau-là, mais c'est peut-être préférable en effet de rester au régime général puisqu'ils peuvent ne pas être assurables en tant que travailleurs non salariés. Et pour les personnes qui n'ont pas besoin de se rémunérer et de se verser des salaires pour optimiser du coup au niveau des dividendes. Mais quoi qu'il en soit, EURL comme SASU, on a une couverture sociale qui est personnalisable parce qu'on peut prendre des contrats complémentaires et avoir quelque chose de très optimisé. Troisième point à retenir, on crée une personne morale. Donc ça vous protège vous, ça vous protège votre patrimoine personnel, ça protège votre famille. Donc il y a vraiment une responsabilité qui est limitée. Au niveau du seul inconvénient que moi je vois à créer une société, c'est en effet si on n'a pas du tout de visibilité et qu'on fait un petit chiffre d'affaires, c'est peut-être pas optimal, en tout cas pour tester son activité, parce qu'il y a quand même des frais au niveau expertise comptable et il y a l'ouverture du compte bancaire professionnel pour le coup qui est obligatoire. Voilà, donc des frais et des obligations fiscales qui sont quand même plus conséquentes qu'en entreprise individuelle ou qu'en micro-entreprise. Mais l'idée, ce serait quand même peut-être de faire en effet appel à un cabinet d'expertise comptable pour qu'il puisse s'occuper de cette partie-là. J'espère que j'ai été claire. Je vous laisse poser toutes vos questions. C'est super intéressant ce que raconte Charles. Merci Bouchra. Je vous remercie. Je vous laisse du coup poser toutes les questions que vous avez sur les statuts sociétés. J'espère que je vous ai pas trop embrouillé. Charlotte, il y a une question dans l'onglet questions. Quels sont les frais moyens pour un cabinet pour une SASU? Alors, c'est vrai que nous, on n'accompagne que les prestataires de services, donc on a quand même des tendances qui se dessinent. Steph, pour répondre à votre question, en tant que prestataire de services, les frais représentent généralement entre 10 et 15% du chiffre d'affaires. Je fais 100 000, je vais avoir 10, 15 000 euros de dépenses à l'année. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes parce que la première année, si on investit dans du matériel, forcément, ça peut être, on peut avoir des frais qui soient plus conséquents sur l'année 1 que sur les années qui suivent. Mais au-delà de 20%, je trouve ça beaucoup, hormis si vous avez beaucoup de sous-traitance. C'est vrai que nous, on a des clients, par exemple, qui font un gros chiffre d'affaires, mais qui en sous-traitent une partie. Donc forcément, on a un bénéfice qui est moins derrière parce qu'on a quand même pas mal de dépenses. Mais au niveau des dépenses fixes, ayez en tête 10 à 15% du chiffre d'affaires à peu près. Ensuite, Aminata, peut-on résider en France et travailler avec un TID, avec un statut d'entrepreneur étranger, UK, USA ou autre? Ça rejoint un petit peu la question qui avait déjà été posée. Pour moi, vous pouvez résider en France et avoir un statut en France. Est-ce que vous pouvez travailler avec un TID? Je sais pas, Chili, je te laisse répondre à la question. Je vais prendre le relais sur cette question. En effet, Aminata, il est tout à fait possible puisqu'il vous faut un statut équivalent pour pouvoir travailler sur la plateforme Untid et il n'y a pas de souci là-dessus. Arnaud, est-ce possible de passer de SASU SAS par la suite nouvelle associée? Qu'est-ce que ça implique? Oui, Arnaud. On va pas changer de statut juridique parce que c'est le même. On va faire ce qu'on appelle une cession d'action. Puisqu'en fait, une SASU, vous êtes seul, donc vous détenez 100% du capital. Si on passe en SAS, il va falloir céder une partie du capital à l'associé entrant. C'est la même chose côté EURL SRL, sauf qu'on ne parle pas d'action, on parle de part sociale, parce que c'est pas le même statut et pas le même statut social. Mais du coup, oui, tout à fait, ce sera des modifications statutaires qui peuvent coûter cher. Ça coûte moins cher côté SAS que côté SARL, parce que la cession d'action coûte moins cher que la cession de part sociale. Donc, ce sera des démarches juridiques à réaliser pour que l'associé puisse rentrer au capital et qu'il puisse en fait tout simplement vous racheter vos actions ou vos parts.
Combien coûte la création d'une EURL SARL et celle d'une SASU SAS? Alors Zara, en fait, vous avez les frais incompressibles de greffe et d'annonce légale. Je crois que pour une SASU, c'est 230 €, SAS 290 €. Côté EURL frais tiers, on est plutôt sur 190 €. Je crois que ça passe à 250 € pour une SARL, donc s'il y a plusieurs associés. Donc ça, c'est vraiment les frais de tiers, greffe, annonce légale incompressible. Et ensuite, ça dépend à qui vous faites appel pour créer votre société. Chez Number, on offre la créa, donc elle vous coûtera 0 €. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la partie société? J'ai l'impression que tu as répondu très clairement à toutes les questions. Waouh, je suis surprise. Vous êtes sûre? Vous avez peu de questions? Il y a Steph dans la question qui pensait, mais je pense que ça faisait référence à sa première question. Je pensais aux frais d'un cabinet d'expertise comptable pour la gestion. Ah, quels sont les frais moyens pour un cabinet pour une SASU? D'accord, je pensais que vous me parliez des frais déductibles. Ah bah, on pourra en parler peut-être plus amplement, Steph, si vous voulez que je vous présente un peu le cabinet et combien on coûte. Si je vous fais un résumé rapide, un cabinet en ligne, donc je parle d'une solution en ligne, hein. On est plutôt sur 1 200 € l'année. Un cabinet entre deux, comme Number, 1 500 € à l'année. Un cabinet traditionnel, on peut aller vite jusqu'à 2 000 – 3 000 € par an. Donc ça dépend à qui vous faites appel, encore une fois. Est-ce qu'il y a encore des questions sur cette partie-là? J'ai l'impression que tu as été extrêmement claire, Charlotte. Bon, eh ben, écoute, on va passer à la suite. Et du coup, passer de micro-entrepreneur à société. Je vais être très très rapide parce qu'il est 12h03 et que je pense que vous aviez tous bloqué 1 heure. Petit focus sur le changement de statut. Si vous souhaitez passer d'auto-entreprise à société, étape 1, hyper importante, radier la micro-entreprise. J'avais une question précédente, je vous disais que j'allais répondre du coup à ce moment-là justement. On peut cumuler auto-entreprise et SASU si on ne fait pas la même activité et qu'on n'a pas le même code NAF et donc on ne facture pas les mêmes clients. Donc c'est pour ça que j'ai marqué EURL vs SASU, c'est-à-dire que si vous avez une auto-entreprise dans le domaine de l'achat-revente et vous créez une SASU en cabinet de recrutement par exemple, et ben en fait vous ne serez pas obligé de radier la micro-entreprise. Par contre, auto-entreprise et EURL sont incompatibles. D'accord? Donc, si vous êtes en auto-entreprise et que vous souhaitez créer une EURL, il faudra obligatoirement radier la micro-entreprise pour créer du coup la société. Pas de souci Arnaud, vous aurez le replay. Hein. Donc je continue et puis comme ça vous pourrez visionner la fin plus tard. Donc radiation de la micro-entreprise, si j'ai une auto-entreprise et que je veux créer une EURL, on peut se poser la question de savoir s'il n'est pas pertinent de garder l'auto-entreprise si on crée une SASU dans le cas où c'est 2 activités différentes. Avant de fermer l'auto-entreprise, on s'assure bien sûr qu'on est payé tout son URSSAF et toutes ses dettes sociales et fiscales, d'accord? On ferme pas l'auto-entreprise si on a encore des dettes vis-à-vis de l'URSSAF, donc on vérifie bien ça. Et ensuite, on peut créer la société. L'idée étant de créer la société en parallèle de la radiation de l'auto-entreprise ou de la micro-entreprise, parce que la création d'une société, ça met quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc, on fera en sorte que la date de radiation de la micro-entreprise coïncide avec la date de création de la société. Donc, on peut faire les deux en parallèle. Alors, au niveau de la création d'entreprise, très très rapidement, au niveau des étapes, quand on crée une personne morale, il faut rédiger des statuts. Donc, c'est vrai que Number pourra vous accompagner sur cette partie-là, à savoir le projet statut, un dépôt de capital puisqu'on crée une personne morale et donc vous serez dans l'obligation de déposer un capital. Alors, n'ayez pas peur, hein, on n'est pas obligé de déposer 10 000 € du coup de capital pour créer une structure. Le minimum, c'est 1 € en vérité. Donc, il faudra voir en fonction de la cible que vous avez, quel est le montant du capital qui pourrait être pertinent pour vous. Donc, un projet statut, un dépôt de capital, on envoie le dossier au greffe bien complet et ensuite on réceptionne le cabis. Voilà, ça c'est vraiment les 4 étapes clés pour créer une société en toute sérénité. Un petit focus Number. Mais on pourra se contacter si vous voulez en savoir davantage. On a un cabinet d'expertise comptable spécialisé en fait dans l'accompagnement des freelances. On n'a que des prestataires de services, donc que
que des profils comme le vôtre. Voilà, on n'a pas d'hôtel, pas de restaurant, pas de commerce avec du stock. Et la petite spécificité aussi, c'est qu'on est semi-dématérialisé. On a des jolis locaux dans Paris, dans le 9e arrondissement, pas très loin d'Opéra, qui nous permettent de recevoir nos clients quand ils le souhaitent, et on organise pas mal d'événements freelance. Mais on travaille aussi très bien à distance parce que en fait, on est en partenariat avec Time, T2IME, si vous voulez aller voir un petit peu leur site internet, et qu'on propose des applications hyper chouettes à nos clients pour qu'ils puissent avoir une vue sur leur activité et que ce soit aussi un outil de pilotage de projet. Donc, cabinet d'expertise comptable avec des locaux mais semi-dématérialisés. Et puis, on a une prestation complète avec du conseil en illimité, la création de votre société offerte et bien sûr un accompagnement comptable parce qu'on est avant tout un cabinet d'expertise comptable. En chiffres, il y a à peu près 3500 entreprises créées par an. On a un réseau national. Donc, moi, je travaille à Number Paris, mais vous avez Number Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes, un peu partout. Donc, vous pouvez aller où vous voulez. Et en tout cas, sur Number Paris, on a à peu près 5000 freelances et 25 000 dans le réseau national. Donc, ça fait pas mal de monde. Je laisse la main à Ottilie pour la partie Untied. Merci beaucoup, Charlotte, pour la partie Untied. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais j'ai vu quelques noms bien connus dans le chat. Untied, c'est la plateforme qui permet à vous, recruteurs indépendants, d'avoir accès à un nombre continu de missions en recrutement sur lesquelles vous pouvez présenter des candidats. Nous, on se positionne comme un apport d'affaires, comme un facilitateur pour vous. On a, en quelques chiffres également, 1400 entreprises clientes. On a environ un parc de missions de 1000 missions en recrutement. L'accès à la plateforme, il est totalement gratuit pour vous et on vous permet aussi d'avoir un accompagnement, notamment grâce à l'équipe CSM, personnalisé par une équipe dédiée, puisque, comme on l'a vu, être indépendant, c'est avant tout un statut. Ça ne veut pas dire qu'on se retrouve tout seul. Donc, du coup, nous, on est vraiment là aussi pour que vous puissiez faire partie de la communauté, qu'on puisse être soudés et pouvoir tous s'épanouir dans le métier de recruteur. Si vous avez des questions sur la présentation, on va y revenir, mais très rapidement peut-être. Et ensuite, dans tous les cas, on va vous mettre dans la slide suivante tous nos contacts. Et j'ai vu que Samuel avait également mis les liens d'agenda. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous si vous souhaitez en savoir un peu plus et à nous contacter dans tous les cas pour qu'on puisse avoir une approche un peu plus poussée sur vos questions. Aminata, justement, vous nous demandiez comment nous contacter. Du coup, Samuel a mis du coup nos liens directement dans le chat. Donc, vous avez mon Calendly pour prendre directement rendez-vous avec moi et le Calendly aussi de Untied pour prendre rendez-vous avec Untied. Voilà, si vous avez besoin. Sachant que je précise, le rendez-vous avec Number et premier rendez-vous est gratuit, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions sur la présentation globale ou peut-être des petites choses que vous souhaiteriez, des retours d'expérience et des choses que vous souhaiteriez partager avec nous? Je regarde si dans les questions, il y a eu autre chose. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, de toute façon, vous avez toutes nos coordonnées et on se fera un plaisir de revenir un peu plus tard si vous avez d'autres questions, tout simplement. Merci beaucoup, Charlotte. C'était hyper intéressant, c'était super complet. Et donc, merci beaucoup pour toutes ces informations et de nous avoir partagé tous ces détails et tout ton savoir sur les différents statuts juridiques. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Steph Lopez te le confirme dans le chat. J'espère que je vous ai donné toutes les clés, en tout cas, pour pouvoir vous lancer. Le choix du statut juridique, il se base sur le chiffre d'affaires, bien sûr, mais sur les dépenses, sur la visibilité, sur votre situation personnelle, parce qu'une auto-entreprise, encore une fois, elle est chouette, mais au niveau protection sociale, c'est pas top. Donc, il faut vraiment prendre en considération les éléments autant professionnels que personnels pour faire le bon choix du statut juridique. Ça, c'était le message, en tout cas, que je voulais faire passer. Donc, j'espère que j'ai été claire. Merci beaucoup pour l'invitation. Et j'espère à très bientôt, en tout cas. J'ai trouvé ça chouette également. Merci beaucoup. J'espère à très bientôt également. Et du coup, très bonne journée à tout le monde. Vous retrouverez évidemment le replay qui va être disponible et qu'on va vous envoyer tout de suite après. Merci beaucoup. Et puis, excellente journée à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Au revoir.